Merci beaucoup pour votre présence. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et alors, je suis Christos, je suis grec, toujours mon accent. Et voilà, oui. Et j'étais avocat, pénaliste en Grèce et criminologue. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est la criminologie? C'est la science qui étudie le crime. Et c'est une science qui est composée par plusieurs sciences, c'est-à-dire le droit, la sociologie, la biologie, la psychologie. Et c'est grâce à cette science, la criminologie, que j'ai commencé à écrire. Et j'écris des livres, des romans policiers, ou les livres qui mélangent l'art et les crimes, ou les livres qui ont des éléments, les romans qui ont des éléments noirs, mais qui ne sont pas des livres policiers, qui sont concentrés sur la psychologie criminelle, le pourquoi. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas mon policier Christoforos Markou qui pose les questions, mais c'est vous. Et donc j'attends vos questions et je suis là pour essayer de les répondre. Peut-être commencer dans l'ordre, tout simplement. Donc, peut-être Thibaut en premier. D'accord. Alors moi, ma question c'était pourquoi avoir choisi de vous installer en France? Alors, je suis arrivé il y a 13 ans à Paris pour faire mon doctorat en criminologie. Et le doctorat le sujet était la représentation du meurtre dans la peinture française du 19e siècle. Et j'ai choisi la France parce que le thème de ce doctorat était la recherche devrait être faite en France parce que c'est la peinture française. Les deux musées les plus grands parisiens, le Orsay et le Louvre, où j'ai passé des heures et des heures pour trouver les réponses à mes questions. Et puis aussi, il faut dire que je vivais en Grèce, en Crète. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la Grèce, si vous êtes déjà allé. Sinon, à mon avis, il faut y aller voir. C'est un très beau pays, on mange bien, il y a de la culture, on découvre l'histoire, la mythologie. Et il y a de très belles plages aussi, il y a de très belles fêtes, parce que je sais que quand on est jeune, on aime aussi faire la fête. Et je vivais alors en Grèce, et quand j'ai eu 30 ans, j'ai voulu changer ma vie. Et j'ai quitté mon pays, j'ai quitté mon travail pour avoir une nouvelle aventure dans un pays que je connaissais un petit peu comme touriste, mais plus particulièrement une ville que je connaissais comme touriste. Et je me suis dit, j'aimerais bien voir si je peux vivre ici. Et ça fait 13 ans alors que je vis en France. Je découvre la France grâce aux livres, parce que je fais beaucoup de rencontres, des festivals. Et ce qui a commencé comme une petite aventure est devenu ma vie. Voilà. Je vais y aller. Moi j'avais une question. Pourquoi avoir interrompu votre carrière d'avocat pour devenir écrivain? Alors, d'abord il faut dire que devenir avocat n'était pas vraiment mon choix. J'ai grandi dans une famille d'avocats, donc j'étais prédestiné depuis mon enfance de devenir avocat parce qu'il fallait que je devienne le successeur de notre cabinet familial. Et j'ai fait des études de droit qui étaient très intéressantes. J'ai commencé à travailler, c'était très intéressant, mais je ne pouvais pas vivre de cette façon toute ma vie. Et puis, pour être franc, quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que dans les livres, dans les romans policiers, on peut contrôler le monde, c'est-à-dire on peut contrôler les criminels, on peut les faire arrêter, on peut les punir, qui n'est pas toujours le cas dans la vraie vie, je vous assure. Et donc aujourd'hui, je n'exerce plus comme avocat, mais voilà, je suis le chroniqueur d'un policier qui est né dans ma tête et qui depuis a pris son indépendance. Et qui est un peu le héros contre les vilains, contre les méchants à Athènes ou sur les îles grecques. Et donc je préfère alors les criminels dans les pages que dans la vraie vie. Oui, Naïs. Moi, ma question c'est comment s'organise votre vie d'écrivain? Alors, il faut de discipline. J'ai quitté mon travail et je concentrais 100% de mon temps à ce que j'aime, qui est aussi
ma façon de vivre. Hein. C'est aussi mes revenus, c'est grâce à l'écriture. Donc je commence toujours, j'écris ou j'essaie d'écrire tous les jours. Et écrire, ce n'est pas seulement écrire la page, un chapitre de mon roman, c'est aussi faire la recherche pour écrire. Parce que tous ces livres ont eu besoin beaucoup de recherche. Parfois 2-3 ans de recherche. Donc je me pose devant mon ordinateur à 8h30 avec un café, je commence à écrire ou faire la recherche, puis j'ai fait ma pause déjeuner, et puis je continue jusqu'à 18h. Et après, je vois des amis, je vais à la salle des sports, parce que quand on passe toute la journée avec des personnages dans notre tête, c'est bien pour notre équilibre de pouvoir fréquenter des vrais gens aussi. Donc voilà, je passe en solitude la moitié de ma journée et l'autre moitié avec mes amis, mes proches, etc. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui écrit ou qui veut écrire, qui a des idées, qui n'a jamais eu le temps? Alors si un jour vous voulez écrire, il ne faut pas avoir peur de la page blanche, il faut vraiment être devant votre ordinateur et commencer à écrire. Et les idées et les phrases et les mots vont venir seuls. Et c'est la muse qui nous inspire et qui nous aide à écrire. Voilà. Allez, Hortense. Et dans votre livre, Homero, le fils caché, pourquoi avez-vous choisi de vous intéresser à ce couple célèbre par l'intermédiaire d'un enfant caché plutôt que par le biais de leur vie amoureuse? Alors, parce que je voulais... D'abord, c'est un couple vraiment qui est mythique. Je crois que vous ne le connaissiez pas avant, vous ne le connaissiez pas avant votre expérience avec l'aria de la Calas. Mais moi, comme grec, et qui suis plus âgé que vous, c'était, même si quand je suis né, ils étaient déjà morts, les deux, c'était vraiment deux légendes, c'était un couple mythique. Et tout autour de leur vie, de leur affaire, a été déjà traité. J'ai voulu alors faire quelque chose qui n'a pas été fait. Et les points de vue de cet enfant étaient quelque chose de différent. Et je voulais alors aussi, parce que je ne voulais pas écrire une biographie d'une célébrité, je voulais créer quelque chose, je voulais créer de la fiction, mais basée sur les faits réels et les personnes réelles. Et je voulais en même temps m'inspirer de la tragédie grecque. Et c'est pour ça que la vie de cet enfant et les questions qu'on se pose autour de ces livres, destin contre les choix, les questions d'identité, les questions d'appartenance, sont des questions qui sont traitées dans la tragédie grecque. Je voulais alors un point de vue différent de quelqu'un qui ne connaissait pas du tout ce couple mythique, même si c'était leur fils, afin de découvrir pas seulement qui était comme célébrité, comme gens célèbres, mais aussi qui était comme personne. Il y a des petites choses que j'ai découvertes que chacun veut découvrir sur nos parents, sur nos proches. Par exemple, je vous donne un exemple, Maria Callas, qui était vraiment une divine, elle était une déesse de l'opéra, qui était la femme la plus célèbre des années 50. Vers la fin de sa vie, elle allait seule avec son assistante au ciné à Paris. Elle mangeait des Toblerone, le chocolat. Elle aimait regarder les films western avec les cowboys. Et elle commentait le film en voix haute. Et il y avait des gens autour d'elle qui faisaient chut. Donc je trouve ça très touchant, une déesse vivante qui se fait... les gens autour d'elle qui ne savent pas qui c'est, parce que dans une salle de cinéma, c'est noir, qui voulait qu'elle se taise. Même si c'était sa voix qui l'a rendue célèbre. Donc il y a des petites choses comme ça que j'aimerais vraiment évoquer, qui n'étaient pas connues. Alors ensuite, Sacha, s'il te plaît. Pourquoi le nom de Maria Callas et d'Onassis ne sont jamais mentionnés dans votre livre? Alors, c'est simple. En fait, cet enfant qui cherche son identité, qui veut savoir des choses sur ses parents,
il parle de sa mère et de son père. Quand on parle de nos parents, on ne dit pas « ma mère Maria Callas et mon père Aristote Onassis ». On dit « maman, papa » ou « ma mère et mon père ». Et en même temps, je voulais que ces livres, pour les gens qui ne connaissent pas, comme vous, qui ne connaissent pas ces deux personnages, je voulais que l'histoire reste une histoire humaine. Même si cet enfant a des parents célèbres qu'il ne connaît pas, je crois qu'il pose des questions qu'on a tous posées dans notre vie, ou on va poser dans notre vie. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appartiens à ma famille? Est-ce que je suis libre à faire tout ce que je veux? Ou est-ce que je suis obligé de faire ce que ma famille veut que je fasse? Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées par nous tous, nous toutes, même si on n'est pas des fils ou des filles des parents célèbres. Donc je voulais alors que les noms ne soient pas mentionnés. Même la couverture, vous voyez, ça arrive, ce n'est pas le choix d'un écrivain. Les couvertures sont choisies par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui sait mieux qu'est-ce que va attirer, les éléments qui vont attirer l'œil d'un lecteur. Et elle a raison, voilà, elle a mis cette image qui a presque 70 ans, et c'était la première rencontre entre deux personnes. Et je trouve cette image assez touchante parce que c'est elle qui parle et c'est lui qui écoute. Et si vous avez lu quelques extraits, c'était plutôt le contraire parce que c'est lui qui voulait imposer son avis, pour le meilleur ou pour le pire, souvent pour le pire. Et c'était elle qui subissait les choix de Onassis. Et j'aime cette couverture parce qu'elle nous montre le contraire. Voilà. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai presque lu tout votre livre, parce que je l'ai lu qu'avant-hier. J'en suis presque à la fin. Ah, très bien. Des passages très touchants et j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, la question que j'avais posée était avant que je découvre votre œuvre. Mais bon, je vais la poser quand même. C'était, auriez-vous aimé être l'ami du fils caché? Alors, peut-être j'étais un ami de ce fils caché. C'est une question qui m'est souvent posée parce que, alors les livres, je ne sais pas si vous avez lu un peu l'ouverture de ces livres, l'introduction. Il y a un écrivain grec qui vit à Paris qui dit qu'il reçoit un manuscrit. Et ce manuscrit est de Homéro qui nous raconte sa vie. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne peux pas vous dire. Mais voilà, il n'y aura pas de révélations aujourd'hui. Mais j'aurais aimé être ami avec quelqu'un qui se pose les mêmes questions que moi. Je suis grec, j'ai toujours mon accent, je vis en France, le corps de ma carrière est ici, mais en même temps, je me sens parfois, comme toujours, comme si je suis un étranger. Et ça, je le vois plutôt quand je veux quelque chose et mes amis français n'aiment pas. Ils me disent toujours « Ah, toi, tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas français ». Et en même temps, en Grèce, c'est la même chose. Quand je dis quelque chose sur la vie politique, économique, sociale de mon pays, mes amis grecs me disent « Mais toi, tu ne peux pas parler parce que tu ne vis plus ici ». Donc, c'est un peu cette question que Homéro se pose. À quelle famille, lui, c'est plutôt à quelle famille j'appartiens, à quelle langue, à quelle culture. Moi aussi, c'est à quelle culture, à quel pays. Et je constate que je suis chez moi en France et en Grèce. Je suis un étranger partout et je suis chez moi partout. Et en même temps, c'est une liberté. Et ça peut parfois être pesant. Et avoir quelqu'un comme ami qui comprend, qui vit la même chose, on peut partager, c'est agréable. Donc oui, j'aurais aimé avoir Homéro comme ami. Et peut-être, si je connaissais son histoire, j'aurais pu lui donner aussi des conseils que sa nièce lui donne à la fin de sa vie et à la fin de ses livres. Voilà. Mais je ne peux pas vous faire des spoilers. Diamante, si tu veux.
Quelles ont été les difficultés lors de l'écriture de ce livre? Ah, il y en avait beaucoup. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas écrire une biographie de deux célébrités. Donc il fallait vraiment trouver comment les rendre humains, comment les rendre, les dénuder de leur qualité d'une divina, d'une déesse et d'un pirate, parce qu'elle était la divine, lui, il était le pirate. En même temps, quand j'avais votre âge, un peu plus jeune, l'expérience que vous avez vécue avec vos professeurs, avec la voix de Maria Callas, je l'avais vécue grâce à ma grand-mère maternelle qui m'a fait un jour écouter. Je crois que la première ère était vraiment la Casta Diva. Et depuis, alors, elle m'a présenté la voix et la vie de Maria Callas et elle disait toujours le rossignol, cette femme divine qui a été détruite par Onassis. Donc il y avait alors dans ma tête un peu ce principe. Mais avec la recherche, j'ai trouvé que rien n'est blanc et noir. Il y avait des équilibres, il y avait de nuances. Je voulais alors éviter les stéréotypes, ça c'était difficile. Et puis quand on écrit sur les gens qui ne sont pas heureux, alors les deux avaient tout pour être heureux. Lui, il était l'homme le plus riche du monde. Elle était la femme la plus célèbre et avec une voix magnifique. Mais il n'était pas heureux. Donc, quand tu écris un livre et tu passes 3 ans, parce qu'il y avait 4 ans, 3 ans de recherche et un an d'écriture, avec des gens qui ne sont pas heureux, et tu te mets dans leur univers. Et ça peut un peu t'écouter, ça devient très pesant. Donc à la fin de ces livres, j'étais vraiment assez triste. Et il a fallu quitter ces livres pour qu'il commence son voyage vers le monde pour pouvoir un peu redresser, un peu me débarrasser de toutes ces histoires tristes. Donc il y avait la difficulté de la recherche, la difficulté de pouvoir exprimer les choses d'une façon différente, et puis la difficulté de se débarrasser de la tristesse qui est née dans ma psyché à cause de drama que les deux et leur entourage ont vécu. Voilà. Ah oui, du coup ma question c'est, avez-vous rencontré des problèmes lors de l'édition du livre, comme par exemple à la famille Onassis? Alors, je n'ai pas eu de problème et je vous dis très clairement pourquoi. D'abord, si vous voyez ici, il dit roman. Donc, c'est de la fiction. Et si vous ouvrez, la première chose que vous allez lire ici est les personnages et les situations de ces romans sont purement fictifs. Donc, on a cette liberté, parce que sinon ça aurait été de la censure, de pouvoir imaginer et de créer des choses fictives à partir des faits et des personnages réels. Et je vous donne des exemples, sinon on n'aura pas eu des séries ou des livres sur la famille Kennedy ou sur un autre exemple d'une série qui a eu un très grand succès et qui parle des gens qui sont toujours vivants ou même qui étaient vivants jusqu'à il y a 2 ans. Je vous parle de cette série, The Crown, La Couronne, qui parle de la famille britannique, la famille royale britannique. Donc heureusement que les artistes ont la liberté de dire des choses et de créer des choses fictives, même basées sur des faits ou des personnes réelles. Thibaut, si tu veux. Considérez-vous qu'écrire, c'est plutôt un métier ou une passion? C'est les deux. Ça commence comme une passion, ça devient une torture. Et c'est un vrai métier parce que la question qu'il me pose souvent quand je dis que je suis écrivain, c'est « mais est-ce que tu as un vrai métier à côté ?» Donc c'est une question qui parfois m'agace. Je dis « écrire c'est un vrai métier » parce que je dépense au moins 10 ou 12 heures par jour pour pouvoir écrire et vivre de ma passion. Mais comme ils disent, c'est un peu cliché, mais c'est vrai que quand tu fais ce que tu aimes, ton travail et ce que tu aimes, tu ne sens pas la fatigue comme tu l'aurais senti si tu faisais des choses que tu n'aimes pas.
Et il faut parfois dire à mon cerveau qu'il faut que j'arrête, parce que à partir d'un moment, le corps et le cerveau se fatiguent, on ne se rend pas compte. Et c'est pour ça que tous les 2-3 ans, il faut prendre peut-être 2-3 semaines sans rien faire, afin de me reposer. Et, parce que sinon, j'aurai un shutdown. Voilà. Dans votre métier d'écrivain, y a-t-il des aspects qui vous déplaisent? Alors, il y a le stress, et le stress est un peu comme avec les enfants, c'est-à-dire que tu crées quelque chose, et après, quand le manuscrit est fini, quand tu mets la mot « fin » et tu les donnes à ton éditeur, tu n'as plus aucun contrôle. Quand le livre sort, tu n'as aucun contrôle sur sa vie, si les lecteurs l'aiment, s'il va avoir une longue vie ou une vie courte. Donc il y a le stress de laisser quelque chose qui t'appartenait jusqu'à très récemment, de le laisser vivre. Donc je crois que ce stress est le seul côté un peu déplaisant. Mais sinon, même, c'est un peu comme avec ma vie en France. Quand tu ne parles pas la langue d'un pays, quand tu ne connais personne, ça peut être un peu difficile au début. Il y a des moments vraiment difficiles, et encore plus dans une ville comme Paris, qui est une ville assez grande et parfois assez solitaire. Mais je n'ai jamais regretté ma décision, et je n'ai jamais regretté de devenir avocat, même avocat, parce que ça m'a plu, ça m'a beaucoup offert, mais je ne pouvais pas le faire toute ma vie. Je n'ai jamais regretté mon choix de devenir écrivain en plein temps, malgré les difficultés, les choses qui parfois ne me plaisent pas. Voilà. J'ai une question. Comment conciliez-vous votre vie privée et votre vie d'écrivain, surtout si vous y passez beaucoup de temps? Je cherche un équilibre. Alors, je travaille beaucoup, mais après, j'ai aussi, comme dans tous les travaux, je m'impose une pause à partir des 17h, 18h pour avoir une vie sociale. Parce que si quelqu'un qui vit seul, sans rien, sans fréquenter d'autres gens, il n'y a pas d'inspiration non plus. Et comme mes livres sont vraiment concentrés sur les personnes, sur la psychologie, il faut que je fréquente des gens. Donc je trouvais un équilibre. Après, ce n'est pas très facile si tu veux avoir de voyager avec tes amis, je ne sais pas quoi, parce que presque tous les week-ends, je suis au festival. Et donc c'était un choix aussi. Hein. Et à partir de septembre jusqu'en juin, presque tous les week-ends, il y a un festival quelque part. Je suis invité afin de pouvoir promouvoir mon travail et rencontrer les lecteurs. Donc, mais je trouve mon équilibre social, mon équilibre psychique et psychologique. Ce n'est pas facile, mais rien n'est facile. Tout se mérite. Oui, merci, vous y avez déjà un peu répondu. Ma question c'était, avez-vous regretté à un moment d'avoir tout abandonné, dont votre carrière d'avocat, pour devenir écrivain? Non, je n'ai pas regretté. Et je n'avais jamais imaginé que je serais écrivain un jour. Parce que comme je vous ai dit, j'étais vraiment préprogrammé depuis mon petite enfance de devenir avocat. Et non, je n'ai jamais regretté, et j'espère que je pourrai continuer à faire ce que j'ai fait, mais ça dépend vraiment des lecteurs et des lectrices, et ça dépend de vous, parce que déjà les lecteurs et les lectrices deviennent un peu plus âgés, donc il faut que la nouvelle génération lise aussi. Est-ce que vous aimez un peu lire? Est-ce qu'il y a des gens entre vous qui aiment les romans policiers ou qui aiment les thrillers ou qui écrivent même pas de romans, hein, peut-être de la musique, des paroles, des poésies, de journal intime.
Qu'est-ce que vous écrivez? Des fois, je fais des poèmes et après, j'envoie la narration aussi de côté des gens. Très bien. Il faut continuer. Il faut continuer malgré tout. Parce qu'on devient meilleur chaque fois avec la pratique. Et si on aime quelque chose, il ne faut pas quitter. Il ne faut pas give up. Voilà, never give up. Ok. Enzo. Quelles ont été les difficultés pour écrire des romans policiers? Alors, les difficultés, je n'ai pas eu de difficultés en fait, parce que comme je travaillais comme avocat pénaliste et je connaissais un peu les méthodes de la police, et j'ai défendu même des criminels. Et j'ai fait deux Master 2 en criminologie, donc j'ai commencé à connaître la psychologie criminelle. C'était beaucoup plus facile. Et puis, même si je n'avais rien écrit avant le premier roman policier, j'avais écrit des documents juridiques. Et vous voyez, un document juridique a la même construction qu'un roman. C'est-à-dire, on a l'introduction, on a le corps, et puis on a les conclusions, les réponses. Et il faut convaincre quelqu'un avec les documents juridiques, il faut convaincre les juges ou les jurys. Avec le roman policier, il faut convaincre les lecteurs et il faut répondre à toutes ces questions. Donc ce n'était pas très difficile. Le seul aspect difficile est le temps. Il faut trouver le temps pour faire quelque chose et le bien faire. Et j'ai l'habitude de faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire que, par exemple, actuellement, j'écris une nouvelle enquête de mon policier Christophoros Markou qui se passe en Grèce. Je corrige un manuscrit, donc je l'écris en grec, je corrige un manuscrit en anglais qui parle de la mythologie grecque et je traduis mon premier roman policier grec en anglais moi-même. Donc, il faut trouver un peu le temps, il faut jongler un peu, et ce n'est pas évident. Allez, Thibaut. En général, d'où vient votre inspiration? L'inspiration est partout. L'inspiration pour les deux livres, Scènes des crimes au Louvre, Scènes des crimes à Orsay, est venue grâce à une exposition au musée d'Orsay en 2010 qui s'appelait Crimes et Châtiments. L'inspiration pour un de mes romans est venue des paroles d'une chanson des années 80, une chanson pop grecque. Celui-ci, j'ai eu l'inspiration quand j'ai déménagé pour une 20e fois à Paris et je sortais les livres d'un carton des livres et j'ai commencé à les mettre sur ma bibliothèque et je me suis posé la question, alors si quelqu'un venait chez moi et regardait les livres de ma bibliothèque, il penserait quoi sur moi? Et puis je me suis dit, si un meurtrier venait chez moi et il voulait copier les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Et c'est comme ça que cette idée est née. Et l'idée pour celui-ci, l'inspiration est venue d'un livre des années 2000 qui parlait de leur affaire, qui a révélé l'existence de cet enfant, parce que cet enfant est vraiment né et il est mort quelques heures après sa naissance. Et je me suis dit, alors si j'offrais une vie à cet enfant. Donc il y a des petites choses, parfois il y a des choses que j'entends, quelqu'un parlait à côté de moi, il dit quelque chose et une idée me vient. C'est toujours, l'inspiration est partout. Partout. Constant, si tu veux, tu avais une question. Allez, vas-y. Pourquoi écrivez-vous en grec et pas en une autre langue ou en français? Alors, les romans policiers, je les écris en grec parce que j'ai décrit la réalité grecque et j'écris un peu la vie d'un policier grec, les choses qui se passent en Grèce, avec mes souvenirs de la Grèce. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer quand je parle d'un sujet grec en grec. Et celui-ci, le dernier, Homero le fils caché, a été écrit en anglais parce que pour moi l'anglais est la langue de quelqu'un qui n'a pas de patrie, qui est quelqu'un qui est apatride. Et Homero alors, qui cherche à qui il appartient, à quel pays, à quelle culture, à quelle langue, parce qu'il a grandi comme italien, il est grec, il vit entre la France et les États-Unis. La langue qui lui vient plus facilement, c'est l'anglais. Et même si je me débrouille à l'oral,
Je n'ose pas pour l'instant écrire en français. Je dis parfois que j'aime décrire les massacres, mais je ne vais pas massacrer votre belle langue. Et donc un jour ça viendra, mais pour l'instant j'écris des petites histoires, des nouvelles en français, où je réponds aux interviews en français, à l'écrit, mais je n'ose pas pour l'instant écrire 400 pages en français. C'est un mécanisme totalement différent. Chaque langue a sa propre construction, son propre style et son propre mécanisme. Et pour l'instant, je maîtrise le mécanisme grec et le mécanisme anglais parce que en Grèce, comme personne ne parle grec sauf le grec, on apprend l'anglais depuis notre petite enfance et ça devient presque une langue maternelle. Et après l'anglais, j'ai appris l'allemand. Et après, quand je suis arrivé ici, j'ai appris le français sur place. Mais pour l'instant, je n'ose pas. Voilà. Moi, ma question, c'est combien de livres avez-vous écrit? Alors, celui-ci est le 7e, qui est sorti en France. Et c'est drôle parce qu'en France, 7 livres. En Grèce, je n'ai que 4. Parce qu'il y a des thématiques, par exemple Orsay et Louvre, qui sont en anglais et en français, ne sont pas en grec, parce que si quelqu'un veut aller au musée d'Orsay ou au Louvre, j'imagine qu'il parle le français ou l'anglais. Et donc j'ai 4 livres en Grèce et 7 en France. Et le 8e, le manuscrit est achevé, j'espère qu'il soit publié, et je suis en train d'écrire le 9e. Quel est votre livre préféré parmi ceux que vous avez écrits et pourquoi? Alors, la réponse est un peu cliché, mais alors c'est comme s'il faut choisir un de mes doigts. Tous ont leur fonction et je les aime bien. Je ne veux pas qu'un de mes doigts soit coupé. Mais je crois que sentimentalement, je suis plus attaché à mon premier, c'est des crimes au Louvre, et au dernier, parce que c'est très personnel, c'est très différent de tout ce que j'ai fait avant. Et c'est un livre qui parle des sujets qui me touchent, comme c'est l'appartenance et l'identité et les origines. Et qui a aussi une référence à la mythologie grecque qui m'est très, 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 très chère. Et vous avez un nom de la mythologie grecque, Hermès, le messager de Dieu. Voilà. Diamant pour une dernière question, il faut en poser d'autres. Vous avez un peu répondu aux deux tout à l'heure, mais si vous avez quelque chose à ajouter, pourquoi pas. Combien de temps a-t-il fallu pour écrire Homero et pourquoi n'écrivez-vous pas en français? Oui, alors oui, ça m'a pris presque 4 ans, 3 ans de recherche et puis 1 an pour commencer. Et donc voilà, c'est en anglais parce que c'est vraiment la langue de quelqu'un. Et c'est l'anglais, en fait, l'anglais de l'Union européenne, c'est l'anglais continental, c'est-à-dire ce n'est pas l'anglais d'Oxford, l'anglais très correct, très cadré de l'Oxford, c'est vraiment l'anglais qu'on parle tous. Parce que c'était vraiment la langue d'un apatride. C'est la langue de quelqu'un qui veut communiquer ses sentiments d'une façon efficace, mais pas très nuancée, donc un peu cru. Et c'est pour ça que ce livre a été écrit en anglais. Est-ce qu'il y a, lors de l'écriture de vos livres, vous n'avez pas aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé écrire un livre? Alors, je vous répondrai avec quelque chose, je crois que Oscar Wilde l'a dit, le livre commence comme un amour et ça devient une torture. Parce que on a l'idée, mais il faut des disciplines, il faut des heures, il faut passer, donc parfois ça devient un peu pesant. Et il m'arrive souvent même de dire non, je ne peux plus. Et après, je me dis, mais je n'ai pas de choix, en fait. Je n'ai pas de choix parce que cette idée veut être publiée, veut être communiquée. Je suis le serviteur de cette idée et en même temps, il faut vivre. Donc, parfois, ça devient un peu pesant, comme j'ai dit, mais non, j'aime tout ça. J'aime ce processus.
Combien de temps en général mettez-vous à écrire vos livres? Alors, quand j'ai fini avec la recherche, parce que Scène des crimes au Louvre m'a pris 3 ans de recherche, Scène des crimes à Orsay, comme j'avais pris un peu la méthode, ça m'a pris 1 an et demi de recherche, celui-ci 3 ans. D'habitude, quand je commence à écrire, depuis le moment, entre les moments que je pose le premier mot sur le papier et entre le mot jusqu'à la mot fin, ça me prend 8 ou 9 mois. Et puis, il y a des allers-retours avec l'éditeur ou avec les traducteurs. Et d'habitude, j'essaie d'avoir un livre par an. J'ai eu 2 en 2023, c'est 2, donc je n'ai pas de livre en 2024 parce qu'il faut faire une pause pour créer quelque chose de nouveau. Mais voilà, de A à Z, 1 an, avec l'intervention de la traductrice ou du traducteur et de mon éditeur. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas publié un livre parce que vous êtes complètement retrouvé bloqué dans votre écriture? Alors, il y a au moins, dans mon ordinateur, il y a au moins 2 manuscrits qui sont assez avancés, mais des manuscrits que j'ai quittés, j'ai abandonnés parce qu'il fallait faire quelque chose d'autre, ou je ne me sentais pas très à l'aise avec la direction que le manuscrit prenait. Et même le manuscrit que je viens de finir, qui est sur la mythologie grecque, avec les dieux qui sont arrêtés, les dieux grecs qui sont arrêtés et accusés des crimes contre l'humanité, je l'avais commencé le même moment que Homero. Je l'avais abandonné parce que tout mon temps était consacré sur Homero. Je l'ai repris, je l'ai fini. Et maintenant, je vais reprendre un manuscrit que j'avais commencé il y a 2 ans, que j'avais abandonné parce que je n'avais pas de temps. Donc il y a toujours des manuscrits ou des idées qui ne sont pas achevées parce que j'ai une idée, je peux commencer à écrire, je peux imaginer comment écrire 20-30 pages, mais après je ne peux pas continuer parce qu'il me manque des éléments. Parfois ces éléments viennent et je continue, et parfois il y a des éléments qui ne vont jamais venir et le manuscrit va rester dans mon ordinateur. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes lors de la vente de vos livres en France? Alors, le seul problème était, je vous dis, mon 2e roman policier, qui était mon 4e livre, qui s'appelle Mourir en scène, et qui parle d'une chanteuse grecque qui, après 40 ans de carrière, est tuée lors de son concert d'adieu, est sorti 3 jours avant le premier confinement. Donc, vous savez qu'en France, les livres ont une vie plutôt courte parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent, c'est-à-dire qu'un livre va à la librairie, le livre reste à la librairie pendant 2 mois ou 3 mois, et puis s'il y a des exemplaires qui ne sont pas vendus, on le rend à l'éditeur pour recevoir les nouveaux livres. Donc mon pauvre Mourir en scène est resté dans la librairie pendant 2 mois. Il n'y avait personne, les librairies à l'époque étaient fermées. Et donc il n'a pas eu une très longue vie. Il vit un peu aujourd'hui grâce aux autres. Mais voilà, je crois que c'est le livre qui m'a posé une vraie difficulté, mais c'était les circonstances et pas la qualité du livre qui n'est pas très juste. Mais je crois qu'un jour, peut-être, il va trouver une vie, une 2e vie. Merci. Thibaut, si tu veux. Est-ce que ça vous arrive de recevoir des critiques sur vos romans? Et si oui, qu'est-ce que vous éprouvez en fait? Alors il y a des critiques et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est très facile. Je suis très présent dans tous les réseaux sociaux, donc je suis très accessible. Et même une critique négative, quand elle est bien construite et bien fondée, ça en fait du bien. Parce que je sais que je ne suis pas le meilleur écrivain du monde. Parfois, il y a des fautes, parfois peut-être il y a des choses qu'un lecteur n'aime pas, qu'il n'apprécie pas. S'il m'explique et il dit « je crois que la réaction de ces personnages n'a pas été très bien décrite parce que je crois que quelqu'un dans sa place aurait fait ça », ça je le comprends, je l'accepte et je m'améliore. Je le reçois, je l'écoute et je m'améliore. Après, si quelqu'un me dit
ce livre est le meilleur livre que j'ai jamais lu, ou s'il me dit c'est le pire livre que j'ai jamais lu, ça me dit rien parce que ce n'est pas vraiment expliqué. J'ai besoin d'explications pour m'améliorer et je dis toujours que même une critique négative mais bien construite et bien expliquée est beaucoup plus utile qu'une critique élogieuse. Et je dis que même le chocolat ne plaît pas à tout le monde. Donc on ne peut pas plaire à tous, sérieusement. Il faut être vrai. Si on fait de l'écriture, de la littérature, je ne sais pas, du cinéma, on ne peut pas plaire à tous. Il faut être vrai avec nous-mêmes et les autres. Écoutez, il y aura sûrement des gens qui nous aiment pour ce qu'on aime, pour ce qu'on est. Et si les restes ne nous aiment pas, tant pis pour eux. Oui, comment a été vécue votre conversion de métier par vos proches? C'était le drame. Vous savez, alors, en Grèce, le sens de la famille est très, très fort. Donc, depuis mon enfance, j'étais le successeur de ces cabinets familiales. Et alors, j'avais commencé à travailler comme avocat. J'étais, selon mes proches et les autres, mes clients, j'étais assez bien comme avocat. Donc, quand j'ai dit à mon père, je ne reviens plus parce que je vais rester en France, qu'est-ce que tu vas faire? Il a vécu comme une trahison. Donc, il ne me parlait pas pendant 2 ans. Il a vécu assez mal. Mais comme on a dit tout à l'heure, quand on trouve ce qu'on aime, il faut persister. Ce n'est pas facile. Moi, je n'avais aucune idée il y a 20 ans, 15 ans que je serais écrivain. Mais quand je l'ai fait, j'ai constaté que je l'aime. J'ai constaté que si j'ai 7 livres qui sont publiés, qui sont bien vendus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment ce que j'ai fait. Et donc, ce n'est pas à mes proches de me mettre dans une étiquette qu'ils aiment. C'est nous. Alors, il faut être, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut être honnête avec nous-mêmes, il faut être vrai avec nous-mêmes. Et les gens qui nous aiment pour ce qu'on est sont les gens qui méritent d'être autour de nous. Voilà. Et du coup, après les 2 années où vous n'avez pas échangé avec votre père, est-ce qu'après, il est revenu sur sa position? Est-ce qu'il a lu un de vos livres? Comment oui. Maintenant, j'imagine qu'il est très fier. Il ne dit pas parce que même si on est une famille grecque, il y a des choses parfois qui sont faites à l'anglaise, c'est-à-dire qui ne sont pas partagées, qui ne sont pas dites, exprimées. Mais oui, je crois que maintenant, il avait accepté. J'ai un demi-frère qui a commencé à travailler avec lui, mais lui aussi maintenant il est devenu juge. Donc le cabinet va fermer quand mon père prend sa retraite. Mais on ne peut pas vivre par procuration, il faut vivre pour nous-mêmes. Donc oui, maintenant il sait qu'est-ce que je suis, il sait qu'est-ce que j'ai fait. Et je crois qu'il est plutôt fier. Ouais. Mais même s'il n'était pas, l'important c'est que chacun soit fier pour lui-même ou pour elle-même et pour soi. C'est en tout cas mon point de vue. Voilà. Thibaut, si tu veux. Est-ce qu'il y a un type particulier de roman que vous aimeriez écrire? Oui. Alors, je vais vous citer 2 écrivains. Si vous ne les connaissez pas, à mon avis, il faut les découvrir. Oscar Wilde. C'est un écrivain anglais fin 19e, début 20e siècle. C'est plutôt fin 19e. Sa langue et son esprit sont géniaux. Il est très drôle parfois et il dit des vérités qui sont universelles. Oscar Wilde alors et Edgar Allan Poe. Est-ce que vous connaissez Edgar Allan Poe? C'est un écrivain du 19e américain qui est mort assez jeune, mais qui écrit des choses magnifiques. Et je vous invite à le découvrir
et encore plus dans la traduction des Baudelaire. Donc voilà, Oscar Wilde et Edgar Allan Poe mélangés serait mon style idéal. Merci Christophe. Merci beaucoup. Merci.